Israël-Hamas, une trêve oui, mais surtout le brouillard et la guerre. L'accord entre Israël et le Hamas négocié au Qatar sous pression américaine pour l'échange de 50 otages, des femmes et des enfants, contre 150 prisonniers palestiniens, en bonne part des jeunes de 16 à 18 ans, est incontestablement un signe d'espoir. D'abord, bien sûr, pour les familles concernées. Pour la première fois depuis 48 jours, le fracas des armes va s'arrêter pour une pause prévue durant 4 jours, permettant l'arrivée d'aide humanitaire plus consistante en faveur d'une population civile aux abois, utilisée sciemment comme bouclier par les terroristes du Hamas qui vont évidemment profiter de ce répit pour se réorganiser. Ils exigent en effet que les drones israéliens quittent le ciel de Gaza, les laissant ainsi libres de se regrouper, de se réorganiser, mais aussi de retrouver les otages avec lesquels il a perdu le contact. Israël, Hamas, une trêve bien fragile. Cette trêve bien fragile peut capoter à tout moment, d'autant que le Hamas n'est pas la seule force en lice dans Gaza et que d'autres groupes, à commencer par le djihad islamique, détiennent aussi des otages. L'arrêt des combats n'en représente pas moins un tournant. Certes, la guerre n'est pas finie. Je tiens à le dire clairement, nous sommes en guerre et nous poursuivrons la guerre jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs, éliminer le Hamas, rendre tous les otages et les disparus, garantir qu'il n'y aura pas de menace pour Israël à Gaza, a tenu à rappeler le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Un processus de négociation n'en est pas moins amorcé. Après ce premier échange, il sera ardu pour les autorités israéliennes de négliger les autres otages. Le Hamas a intérêt à se débarrasser des civils entre ses mains, à commencer par les femmes et les enfants qui sont un poids, pour se concentrer sur le sort des militaires israéliens qu'il détient pour les échanger contre ses militants, explique un ancien diplomate israélien impliqué dans le passé dans de telles tractations indirectes avec le groupe terroriste. Ce premier échange, s'il se concrétise jusqu'au bout, a été possible parce que toutes les parties impliquées dans le conflit y ont un intérêt évident. La branche militaire du Hamas a besoin de se remobiliser car ses pertes sont lourdes, même s'il est difficile d'en évaluer l'ampleur. Par ailleurs, le patron du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, lui-même libéré d'une prison israélienne en même temps qu'un millier d'autres détenus palestiniens en échange du soldat franco-israélien Gilad Shalit en 2009, se confirme désormais, fort de ce premier succès, comme un interlocuteur incontournable. Les dirigeants politiques de l'organisation, installés notamment au Qatar, ont pu, grâce à cette négociation, entrer à nouveau dans le jeu Urk. Selon un rapport du renseignement américain, ils n'avaient pas été informés de l'opération du 7 octobre. Régler la question des otages et se concentrer sur les objectifs militaires. Cet échange otages-prisonniers est aussi nécessaire pour le Premier ministre israélien qui, longtemps, aura sous-estimé la portée émotionnelle dans l'opinion israélienne du sort de ces otages qui semblaient passer au second plan. La priorité ? Cette opération militaire destinée à casser l'appareil militaire du Hamas mais, surtout, à rétablir la capacité de dissuasion de Tsahal. L'opération, malgré son ampleur, n'a pourtant pas donné tous les résultats escomptés. Tsahal a certes pris le contrôle de tout le nord de la bande de Gaza, avec des pertes restées limitées, 69 militaires tués, ce qui est très peu pour des combats urbains. Le Hamas, avant le lancement de l'opération terrestre, avait promis l'enfer pour les soldats israéliens. Voilà qui est resté une rodomontade de propagande. Mais, jusqu'ici, il n'a pas été possible aux autorités israéliennes de montrer des preuves convaincantes de l'installation de centres de commandement du Hamas dans les tunnels sous les hôpitaux en violation flagrante des conventions de Genève. C'est donc Israël qui se retrouve en posture d'accusé pour ne pas avoir suffisamment respecté les principes du droit dans la guerre, à commencer par la distinction entre le civil et le militaire ainsi que la proportionnalité dans la riposte. Israël-Hamas, la diplomatie du zigzag française. Les immenses dégâts collatéraux, inévitables en un environnement urbain aussi densément peuplé, l'ampleur de la tragédie humanitaire et leurs images ont fait basculer les opinions mondiales. C'est vrai dans les pays musulmans où la mobilisation est pourtant restée relativement limitée, mais c'est surtout vrai dans les capitales des pays dits du Sud global et même dans les pays occidentaux. Aux États-Unis, la mobilisation d'une jeune génération, parfois à outrance pro-palestinienne et dont les voix seront essentielles lors de l'élection présidentielle de novembre prochain, a obligé Joe Biden à changer pour parti d'attitude.
S'il ne cesse de rappeler haut et fort le droit d'Israël à se défendre et en assumer avec cohérence ce qui en découle, le président américain se fait toujours plus pressant pour demander à Israël plus de retenue afin d'épargner les populations civiles. La diplomatie émotionnelle et quelque peu zigzagante d'Emmanuel Macron visant à séduire toutes les parties en même temps en est un autre exemple. Elle a eu le mérite de ramener sur le tapis la primauté d'une solution politique fondée sur la coexistence de deux États pour le jour d'après. Il exige désormais un vrai cessez-le-feu, même si cela signifie dans l'État une victoire du Hamas. La pression des alliés d'Israël se fait donc de plus en plus forte. Le temps pour continuer la guerre est donc compté, ce qui rend l'équation encore plus complexe pour l'état-major israélien. Aller plus vite, notamment lors d'une extension des opérations vers le sud, impliquerait plus de pertes parmi les soldats de Tsahal, mais surtout dans la population civile palestinienne. Elle s'y est réfugiée, poussée par les ultimatums israéliens. Là s'entasse aujourd'hui la plus grande partie des quelques 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza. On peut donc imaginer que la guerre prenne d'autres formes, moins spectaculaires et dévastatrices, mais beaucoup plus ciblées avec tous les risques inhérents à un conflit long, d'autant qu'Israël maintiendrait sa présence au sol. En outre, il n'y a pour le moment aucune solution évidente pour le futur de Gaza libéré du Hamas. Réinventer la solution à deux États. Certes, il est indispensable et urgent de revitaliser l'autorité palestinienne, comme le souligne Joe Biden, tout en reconnaissant que la solution des deux États est plus nécessaire que jamais et plus lointaine que jamais. Mais il s'agit aussi de la réinventer. Elle n'a jamais marché jusqu'ici, ni après 1947, ni après accord d'Oslo en 1993, et il s'agit donc d'être inventif, de ne pas répéter ce qui a toujours raté, soupire un ex-diplomate français. À court terme, il est nécessaire de réfléchir à ce que pourrait être un statut intermédiaire pour Gaza, l'autorité palestinienne ne pouvant arriver dans les fourgons de l'envahisseur israélien. Jérusalem ne veut pas d'une internationalisation de Gaza et surtout pas de la tutelle d'une ONU paralysée et toujours plus décrédibilisée. D'où l'hypothèse évoquée à Washington comme à Paris d'une sorte de tutelle provisoire de plusieurs pays arabes sous la houlette de l'Arabie saoudite et de l'Égypte, voire aussi de la Turquie, pays musulmans et membres de l'OTAN même si les relations entre Jérusalem et Ankara sont à nouveau exécrables. Le brouillard de la guerre, selon l'image qu'affectionne le général prussien Karl von Clausewitz dans son ouvrage de la guerre, n'est pas encore dissipé. Mais déjà, il est plus que jamais nécessaire de penser à l'après.